C'est de la bonne hauteur, merci. Donc, merci beaucoup Henri Jean-Philippe de m'avoir proposé de participer à cette journée. Je précise aussi que je n'ai aucun conflit d'intérêt pour cette présentation. Je suis en arrière. Donc, mourir pour ne pas avoir pu accès à une IVG dans des conditions sécurisées est effectivement un drame que vivent encore aujourd'hui des dizaines de milliers de femmes dans le monde. Il faut bien sûr que les peuples se battent pour obtenir la légalisation de l'avortement dans leur pays. Alors, tout récemment, ces dernières années, on a eu quand même des évolutions positives, justement grâce au combat des femmes et des hommes de différents pays, notamment avec des évolutions positives en Amérique du Sud. Vous connaissez la légalisation de l'IVG en Argentine, en Colombie. En Asie du Sud-Est aussi, il y a eu des évolutions positives en Corée du Sud et en Thaïlande. Et puis, vous connaissez aussi malheureusement l'évolution négative des États-Unis avec donc le retour sur l'arrêt Roe versus Wade. Et dans ce pays à très fortes ressources, on peut en effet craindre une augmentation de la mortalité des femmes liée peut-être à la résurgence d'avortements clandestins, mais aussi avec d'autres mécanismes que je vais essayer de vous expliquer dans cet exposé. Alors, accès à l'avortement, légalisation de l'avortement, ça veut pas forcément dire qu'il y a un bon accès dans un pays. Et je prends malheureusement le triste contre-exemple de l'Italie, où en raison de l'objection de conscience, il est extrêmement difficile pour certaines femmes qui habitent dans des régions où l'objection de conscience atteint parfois 90% de pouvoir avoir accès à un avortement. Elles sont obligées d'aller dans d'autres régions. Pour celles qui en ont les moyens, effectivement, et celles les plus pauvres ou les plus précaires, peuvent ne pas pouvoir avorter et soit vont garder leur grossesse, soit vont peut-être avoir recours à des avortements non sécurisés. Alors, la première partie de mon exposé concernera donc l'avortement non sécurisé. Globalement, on estime aujourd'hui que dans le monde que la mortalité maternelle liée aux avortements non sécurisés est de l'ordre de 8%. On pense effectivement que chaque année, il y a environ 30 000 femmes qui meurent des conséquences d'un avortement non sécurisé. C'est pas le bon diaporama. Bon, c'est pas grave. Donc ça, en fait, je l'avais traduit. En fait, c'est pour vous expliquer que il y a une nouvelle classification en fait des avortements non sécurisés. Avant, il y avait une classification qui était binaire. Il y avait les avortements qui étaient sécurisés et les avortements qui étaient non sécurisés. Là, on distingue les avortements qui sont sécurisés, qui sont safe, hein, qui comptent à peu près 55% des avortements dans le monde. Et dans les avortements non sécurisés, il y a deux parties qu'en anglais on appelle less safe ou least safe, qui ne sont pas faciles à traduire parce que lest et least en anglais ça veut dire la même chose, enfin traduction française ça veut dire la même chose, ça veut dire moins. Donc on peut dire qu'un avortement qui est moins sécurisé, c'est un avortement qui soit est fait avec une technique qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé mais qui est pratiquée par quelqu'un qui n'est pas formé. Donc ça c'est un avortement qui serait non sécurisé. Et l'avortement qui ne serait non sûr, la traduction que je donne de least safe, c'est un avortement qui est ni pratiqué suivant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, ni pratiqué par une personne qui est formée. D'accord ? Et vous avez les pourcentages donc, dans le monde. Donc, il y a à peu près 45% d'avortements qui sont non sécurisés et 55% qui sont sécurisés. En tout cas, moi, je trouve que c'est toujours très émouvant de revoir l'allocution de Simone Veil. À chaque fois que je la réécoute, je me dis quand même quelle femme formidable qui a réussi à faire bouger les... Merci beaucoup. Alors, c'est très bien. Comme maintenant j'ai le bon diaporama, pardon. Je vais juste vous dire un truc que je n'ai pas pu vous dire parce que je n'avais pas ma photo qui me convenait. C'est que dans le problème de l'objection de conscience, la majorité des pays, comme vous voyez en Europe, la majorité des pays définissent dans leur législation une clause de conscience spécifique à l'interruption volontaire de grossesse. Il y a quelques pays, il faut le savoir, et vous voyez, ils sont en bleu sur la carte, où il n'y a pas cette objection de conscience. Et malheureusement, il faut quand même que les politiques et même certains médecins qui s'expriment très régulièrement soient convaincus, à mon sens, du caractère nocif, pour ne pas dire plus, de cette objection de conscience spécifique à l'interruption volontaire de grossesse. On peut même entendre des raisonnements qui sont quand même très particuliers, qui disent que la clause de conscience protège les femmes parce qu'elle leur évite de rencontrer des médecins maltraitants. Bref.
Là, c'était la traduction en français, voilà, de ma petite classification avec les avortements sécurisés et non sécurisés. Donc, je vous laisse le lire en français, mais je crois que tout le monde a compris. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde les proportions, en fait, suivant les continents, des avortements qui sont non sécurisés ou les avortements qui sont non sûrs, il y a quand même des différences. Et par exemple, comme vous pouvez le voir, sur le continent africain, il y a une majorité d'avortements qui sont non sûrs, c'est-à-dire pratiqués ni par un personnel compétent, ni avec des méthodes compétentes. Et par contre, quand vous regardez, par exemple, en Amérique latine, vous avez quand même une majorité d'avortements qui sont non sécurisés, c'est-à-dire qu'il y a quand même soit une technique qui est reconnue, soit un professionnel qui est entraîné, qui pratique l'interruption volontaire de grossesse. Enfin, l'interruption de grossesse. Parce que c'est quand même dans des pays où l'avortement est interdit. Alors, quand on regarde en plus dans les législations, si on compare en fonction des législations qui sont très restrictives, moyennement restrictives ou très restrictives, quelle est la proportion ? Eh bien, sans surprise, vous voyez que c'est dans les pays où il y a le moins de restrictions qu'on a le plus d'avortements sécurisés. Et puis après, plus on va vers des pays où l'avortement est de plus en plus restreint, plus on trouve une augmentation de la proportion des avortements non sécurisés ou des avortements non sûrs. Autre chose, j'allais dire double peine, c'est que dans les pays où l'avortement est interdit, il se trouve qu'on a aussi des pays qui sont peu développés économiquement et que malheureusement, dans ces pays qui sont peu développés économiquement, eh bien, on a beaucoup de législations qui sont restrictives. Donc il y a beaucoup de femmes qui vivent non seulement dans des pays où l'avortement est restreint, mais des pays aussi où les conditions sanitaires et globales de développement économique du pays ne sont pas très importantes, ce qui explique qu'en cas de problème, en cas de complications, il peut y avoir une mortalité qui est supérieure, puisque l'accès aux hôpitaux, l'accès aux soins, les transports, enfin tout ce que vous pouvez imaginer comme moyen de sécurité pour une femme qui a un problème, eh ben, est beaucoup plus difficile quand les pays sont moins développés sur le plan économique. Alors, il y a quand même un espoir dans le sens où on a depuis quand même maintenant 20 ans l'introduction de l'avortement médicamenteux. L'avortement médicamenteux qui est beaucoup plus sûr. D'abord que c'est une technique qui est validée par l'Organisation mondiale de la santé et qui comporte beaucoup moins de complications que l'avortement instrumental quand il est fait dans de mauvaises conditions. Et on a des auteurs qui ont tout à fait calculé la réduction de mortalité qu'on peut avoir dans un pays donné où l'avortement est restreint avec l'introduction de l'avortement médicamenteux. Alors c'est évidemment une introduction qui n'est pas légale, hein, mais vous savez qu'il existe soit l'achat clandestin sur les marchés de produits abortifs, soit des organisations internationales qui fournissent dans ces pays l'avortement médicamenteux. Et donc, il y a des auteurs qui ont calculé qu'en fonction du pourcentage d'avortements médicamenteux dans ces pays où l'avortement est interdit, mais où les femmes quand même peuvent l'utiliser, eh bien, on peut avoir une réduction de la mortalité maternelle. Et ainsi, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, on pense qu'on pourrait avoir jusqu'à une réduction de 30 000 vies sauvées grâce à l'introduction de l'avortement médicamenteux dans ces pays. On a même des courbes, vous voyez un exemple en Tanzanie ou en Éthiopie, où en fonction de la proportion d'avortement médicamenteux qui est pratiquée dans le pays où l'avortement est interdit, je le rappelle, eh bien, vous avez de plus en plus de vies sauvées parce que c'est une technique qui, même si elle est pratiquée par une personne qui est pas formée, ou si elle est pratiquée par la femme elle-même parce qu'elle achète les comprimés sur le marché, eh bien, elle aura beaucoup moins de risques de mourir que si elle se tourne vers des techniques instrumentales dangereuses à risque potentiellement infectieux. Alors, les méthodes d'avortement à risque, le problème de la classification dont je vous ai parlé, c'est qu'elle ne donne pas de dangerosité de la méthode d'avortement qui n'est pas sûre. Vous pouvez avoir des méthodes qui sont très dangereuses. Là, je vous ai listé les méthodes d'avortement à risque. Je ne vais pas toutes les détailler, mais vous voyez qu'il y a quand même des choses qui sont extrêmement violentes que peuvent s'infliger les femmes, s'infliger des blessures directes, s'infliger un corps étranger, une brindille, un cintre, qui est malheureusement bien connu, ou un os de poulet dans l'utérus. Enfin bon, je ne vais pas vous les détailler, je vous laisse les lire. Ça, on peut considérer que ça peut être quand même extrêmement dangereux si on fait ça. En revanche, je ne sais pas si on peut voir, mais il y a une liste de plein de produits que les femmes peuvent absorber dans l'espoir d'avorter, mais qui ne sont pas forcément dangereux. Par exemple, avaler du dentifrice, je pense que ça ne va pas tuer grand monde, mais en même temps, les femmes pensent que ça fait quand même partie des méthodes d'avortement qui ne sont pas validées par l'Organisation mondiale de la santé, d'avaler du dentifrice, mais ça ne va pas être quand même très dangereux. Alors, ça peut expliquer tout ça. Là, c'est une diapositive sur la mortalité dans le cas d'avortement
non sûrs, c'est-à-dire ni pratiqués par des méthodes validées, ni pratiqués par du personnel compétent. Vous voyez que pour un même niveau d'avortement non sûr, on peut avoir en fonction des pays des cas de fatalité, c'est-à-dire de mort de femmes, qui sont extrêmement variables. Par exemple, quand vous regardez à l'extrême droite, vous voyez c'est en Afrique, vous avez des cas de mortalité qui sont très élevés. Mais quand vous regardez plus vers votre gauche, dans des pays pour une même proportion d'avortements non sûrs, eh bien, il y a des pays où il y a plus de mortalité, d'autres il y en a beaucoup moins. Et ça, c'est lié à d'autres facteurs. Par exemple, si vous avez un pays qui est plus développé économiquement, on aura donc moins de mortalité parce qu'il y aura une meilleure prise en charge des complications après l'avortement s'il y a un accident que dans un pays où l'infrastructure hospitalière est beaucoup moins bonne. Il faut savoir aussi que dans ces statistiques, on ne tient pas du tout compte de l'âge gestationnel. Et en fait, plus l'âge gestationnel est élevé, plus il y a un risque de mortalité qui est importante. Et bien peut-être que dans des pays, s'il y a un accès plus rapide à des avortements, à un terme gestationnel plus précoce, on peut avoir moins de mortalité. Ce qui vous explique un peu la variation un peu des cas de fatalité, enfin de mortalité, en fonction du pourcentage d'avortements non sécurisés. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation entre légaliser l'avortement et faire chuter la mortalité maternelle? Alors vous allez me dire, mais oui, évidemment. Enfin, tout le monde, il est en train de nous enfoncer des portes ouvertes. Il faut savoir que dans les opposants à l'avortement, dans les mouvements anti-choix, moi je préfère dire que pro-vie, dans les mouvements anti-choix, vous en avez qui contestent même cette donnée, c'est-à-dire qui contestent même le fait que légaliser l'avortement, ça permet de faire diminuer la mortalité maternelle. Alors qu'est-ce qu'on a comme données qui quand même me semble assez évidente pour dire que quand on légalise l'avortement dans un pays, la mortalité maternelle va chuter? Bien, ce sont les chiffres justement de mortalité. Bon, ça c'est une vieille publication sur ce qui se passait en France, où la mortalité suite à la légalisation de l'avortement par la loi Veil a considérablement chuté, mais on a des exemples dans d'autres pays. Vous avez aux États-Unis également, à la suite de la légalisation de l'avortement, une chute de la mortalité maternelle. On a aussi l'exemple de l'Afrique du Sud, par exemple, où à la suite de la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse, on a eu une chute extrêmement importante des taux de mortalité maternelle et des taux de mortalité liés à l'avortement. Et puis on a un exemple, un malheureux exemple, mais enfin un exemple qui est quand même assez intéressant, que vous connaissez peut-être, c'est l'exemple de la Roumanie, où l'avortement était légal avant l'arrivée de Ceausescu. Puis quand Ceausescu est arrivé au pouvoir, il a voulu mener une politique nataliste, donc il a supprimé l'interruption de grossesse. Puis quand Ceausescu s'est fait zigouiller, hop, après, il y a eu un retour de la légalisation de l'avortement. Et bien, quand vous regardez les courbes de mortalité telles que vous les voyez là, elles étaient basses avant l'arrivée de Ceausescu au pouvoir. Quand Ceausescu était au pouvoir en Roumanie, le taux de mortalité a grimpé, c'est les courbes que vous voyez là qui sont en rouge et en vert. Et puis dès qu'il est parti et qu'on a relégalisé l'avortement, eh bien, dans les chiffres, on a une chute à nouveau de la mortalité maternelle. Donc moi, ça me semble assez évident que quand on légalise l'avortement, ça diminue la mortalité maternelle avec toutes ces données. Je vais laisser les avortements clandestins, enfin les avortements non sécurisés, pour passer maintenant à autre chose, qui est la mortalité liée à l'accouchement comparée à la mortalité liée à l'avortement. Il semble assez évident que si vous empêchez les femmes d'avorter, certaines vont se tourner vers les avortements clandestins, non sécurisés, pardon, mais certaines vont garder leur grossesse. Et je pense qu'il faut que vous sachiez qu'accoucher, c'est beaucoup plus risqué qu'avorter. Et on a, ça c'est les chiffres aux États-Unis, où la mortalité est 14 fois plus élevée quand on accouche que quand on avorte. En France, je crois que c'est 10. Donc en fait, on peut imaginer que si on interdit l'avortement, les femmes vont plus garder leur grossesse et donc il y a un risque plus élevé qu'elles meurent. Et ça, finalement, on a malheureusement les États-Unis qui me permettent de l'illustrer complètement, puisqu'il y a des publications qui ont montré qu'en fonction des États et du passage de la restriction progressive des lois sur l'avortement dans certains États, vous voyez que c'est en orange, plus la carte devient orange, plus ce sont des États qui restreignent l'accès à l'IVG, et plus c'est bleu, plus ils la favorisent. Eh bien, vous voyez les courbes de mortalité maternelle, quand vous n'avez pas de restriction à l'avortement dans des États, la mortalité maternelle ne bouge pas. Et quand vous avez un État qui est neutre, elle reste à peu près stable. Mais quand vous avez un État qui restreint l'accès à l'avortement, eh bien, on va voir augmenter la mortalité maternelle. Ça, c'est des chiffres qu'on a jusqu'en 2000. On a aussi des publications qui viennent de sortir là, en décembre 2012 qui traitent exactement du même sujet, c'est-à-dire qu'elles comparent les États où l'avortement est de plus en plus restreint avec la mortalité maternelle, et ces études montrent que de la même façon, la mortalité maternelle augmente dans les États où l'avortement est restreint. Cette étude montre aussi que là où elle augmente le plus la mortalité maternelle, malheureusement, c'est pour les populations non hispaniques,
noires et les populations non hispaniques natives, c'est-à-dire les indiennes d'Amérique, où là, les taux de mortalité maternelle sont très élevés et plus élevés que dans les États qui autorisent l'accès à l'avortement. Il faut savoir aussi que même la mortalité globale, pas que la mortalité maternelle, c'est-à-dire liée à une grossesse, mais la mortalité globale des femmes dans ces États où l'avortement est restreint est supérieure que dans les États où l'avortement est non restreint. Il y a même cette publication qui est assez intéressante. C'est des démographes, c'est des calculs très compliqués de démographes qui ont essayé de calculer aux États-Unis si jamais on supprimait complètement l'avortement, eh bien, combien on aurait de femmes qui vont mourir en plus. Donc, si toutes les femmes seraient obligées de garder leur grossesse, quel est le taux de mortalité qu'on aurait en plus? Alors, je n'ai pas mes lunettes et je ne sais pas par cœur, mais vous pouvez le dire comme moi, les décès liés à la grossesse passeraient de 675 à 724, donc il y aurait 49 décès supplémentaires, soit une augmentation de 7%. Ça, c'est des travaux de démographes. Autre problème qui est une vraie réalité, c'est le refus de pratiquer une interruption médicale de grossesse pour sauvetage maternel. Je ne vais pas vous faire un cours d'obstétrique très long, mais il y a des situations, quand une femme veut avoir un enfant, veut garder sa grossesse, il y a des situations où il y a un accident qui se passe et il faut interrompre la grossesse pour finalement lui sauver la vie. Souvent, ce sont des cas de rupture prématurée de la poche des os avec des risques d'infection très importantes. Et si on laisse la grossesse en place sans évacuer l'utérus, l'infection peut conduire à un choc septique avec une mortalité maternelle. L'autre cas qui est beaucoup plus rare, c'est quand vous avez des jumeaux, qu'il y a un des jumeaux qui décède, mais l'autre qui reste vivant. Dans ce cas-là, là aussi, il y a un risque, pour d'autres raisons, de dangerosité pour la mère, parce qu'il peut y avoir des phénomènes de coagulation intravasculaire disséminée, etc. Et ça, c'est arrivé. Et le premier exemple qu'on a connu, qui a fait beaucoup de bruit, c'était en Irlande, c'était Savita, qui était une jeune femme irlandaise, qui est morte d'un choc septique suite à une rupture prématurée des membranes à 17 semaines, et ça a fait un bruit considérable. Et c'est vraiment cette histoire qui a conduit finalement l'Irlande à légaliser l'avortement en 2018. Ça a été extrêmement important. Il y a eu des manifestations très importantes. Mais on a d'autres choses. En Italie, Valentina, qui est morte après une mort fétale d'un des jumeaux. On n'a pas voulu évacuer l'utérus, elle est morte. En Pologne, Isabella, qui est décédée pareil d'un choc septique parce qu'on n'a pas voulu interrompre la grossesse puisque le fœtus était encore vivant et elle est morte à la suite d'un choc septique à 22 semaines. Encore une autre femme en Pologne après une mort fétale in utero. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 maintenant supplémentaires en Pologne. Je n'ai pas parlé de la Pologne, mais la Pologne, c'est un endroit aussi où l'avortement était déjà restreint depuis très longtemps, mais il est de plus en plus restreint, y compris dans les interruptions médicales de grossesse. Parce que maintenant, on ne peut même plus avorter pour des malformations fétales en Pologne. Il y a une publication au Texas très intéressante qui a montré justement que quand on a une attitude attentive face à un problème obstétrical, contrairement si on a une attitude immédiate, c'est-à-dire si on interrompt la grossesse immédiatement, eh bien on a une action sur la mortalité. Ça, c'est une étude qui a été faite au Texas et où on voit que la mortalité est beaucoup moindre si on agit immédiatement que si on laisse un fœtus en place, s'il est encore vivant. Les obstétriciens aux États-Unis ont tellement peur des poursuites, en plus dans un pays où vous savez comme moi, c'est très compliqué les poursuites médico-légales, qu'en fait, eh bien, ils n'osent pas agir tant qu'il y a un fœtus qui est à l'activité cardiaque et du coup, ça peut conduire vraiment à des drames. Et ça a été montré. Je termine rapidement avec autre chose, mais qui est difficile à prouver, c'est qu'on a une étude très importante américaine prospective sur le devenir des femmes à qui on a refusé un avortement et qui ont maintenu leur grossesse, qui ont gardé leur grossesse et qui ont finalement accouché. C'est une étude très importante qui a été publiée dans plusieurs journaux et qui a montré que ces femmes avaient beaucoup plus de risques. Là, ont 3 fois plus de risques de se retrouver dans des conditions socio-économiques défavorables. Et on peut imaginer que des femmes qui se retrouvent dans des conditions socio-économiques défavorables, après, aient moins accès aux soins et moins accès à toutes les possibilités qu'elles peuvent avoir dans leur pays de se faire soigner. Et ça pourrait contribuer à augmenter la mortalité. On ne peut pas avoir de preuves directes parce que c'est complètement indirect comme démonstration, sauf que tout récemment, et ça on en a aussi pas mal parlé, en décembre 2022, dans le JAMA est sortie une étude sur le taux de suicide des femmes qui vivent dans des pays, dans des États aux États-Unis où l'avortement a été restreint. Ils ont comparé les femmes de 18 à 45 ans avec les femmes de 45 ans à plus, c'est-à-dire les femmes qui sont actives sur le plan reproductif à celles qui ne le sont plus. Ils ont aussi fait regarder par rapport aux accidents de la route pour voir s'il n'y avait pas de biais, etc. Et en fait, ils ont montré, c'est la courbe que vous voyez sur la gauche, que les femmes qui vivent dans des États des États-Unis où l'avortement est restreint, il y a plus de risques de suicide. Et ils ont
chiffrait à peu près à 5% l'augmentation du risque de suicide chez ces femmes qui vivent dans des États des États-Unis où l'avortement est restreint. Voilà, je termine juste avec ce tableau, mais je ne sais pas si tout le monde pourra bien le lire. C'est le tableau de Benson qui montre que finalement, pour améliorer l'avortement, la mortalité des femmes et donc diminuer le risque des avortements sécurisés, bien sûr, il faut changer les lois. Bien sûr, il faut légaliser l'avortement, mais pas que. Il y a aussi toutes les attitudes des femmes qu'il faut réussir à changer. Il faut qu'elles aient confiance dans le système de soins, il faut qu'elles aillent consulter dans le système de soins. Et puis aussi, il y a tout le système de soins, c'est-à-dire quels sont les services d'IVG, quels sont les professionnels, quels sont les moyens de transport, etc., etc. Donc vous voyez que tout ça est multifactoriel. Il n'y a pas une seule façon de diminuer la mortalité des femmes en augmentant les avortements sécurisés. Il y a tout ce que vous pouvez lire sur ce tableau. Et je vous remercie. Voilà.